deuxième hausse de un peu plus de 2 dirhams sur le gasoil et une deuxième hausse d'un peu plus d'1,40 dirham sur le litre d'essence. Soit il y a un accord qui est trouvé et puis il n'y a pas de problème, le marché peut se rétablir. En 2-3 mois, les prix vont se rétablir. Ou exposé à des ruptures d'approvisionnement, on est par contre exposé, si on ne peut pas y échapper, à l'augmentation des prix, que ce soit... Nous pouvons aller beaucoup plus vers un problème de prix que plutôt un problème d'approvisionnement. Où est-ce que nous avons un souci en matière de transition au bout de ce 32e jour de guerre au Moyen-Orient? On doit se préparer à maîtriser nos consommations d'énergie. Sans avoir du gaz ou sans avoir surtout une capacité et une surface gazière beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Souveraineté énergétique, il faut absolument que le Maroc dispose d'au moins un point de livraison de gaz. Même si un cessez-le-feu demain ou après-demain, ce que nous souhaitons bien sûr tous, est-ce qu'il y aura toujours les mêmes rapports de force énergétique et les mêmes enjeux pour tous les pays du monde et dans le Maroc, ou alors il pourrait y avoir une redistribution des cartes énergétiques? 7e sens, votre format de débat hebdomadaire d'ailleurs, dédié à donner du sens au sens, avec aujourd'hui comme invité Saïd Gamra, qu'on peut présenter aussi comme un homme et comme un expert en énergie sensé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Visage connu, reconnu, légitime, réputé en qualité d'expert et de spécialiste en énergie. 32e jour de guerre aujourd'hui, Moyen-Orient, qui a démarré, donc, je le rappelle, le 28 février, donc guerre Moyen-Orient, énergie. Est-ce que nous avons un problème d'approvisionnement en énergie, donc un problème énergétique en termes d'approvisionnement, et où est-ce que nous avons un souci en matière de transition au bout de ce 32e jour de guerre au Moyen-Orient? C'est Ali Gamra. Merci. Je crois qu'il est normal qu'il y ait une hausse des prix avec tout ce qui se passe actuellement. Donc il y a moins d'offres sur le marché et pratiquement le golfe d'Ormuz, c'est 20% de la consommation mondiale. Donc a priori, il est tout à fait normal qu'on ait une hausse de prix. Donc vous vous rappelez, c'était 20% au détroit d'Ormuz et 20% qui s'est répercuté rapidement sur notre facture gasoil. Donc, et essence d'ailleurs aussi. Rapidement. Donc ça veut dire quoi? Parce que c'est intéressant. Ça se passe très rapidement. Ça se passe d'ailleurs pour certains beaucoup trop rapidement. En tout cas par rapport à la première hausse, il y a quasiment 2 semaines au niveau du litre de gasoil et de l'huile d'essence. Là, on est à quelques heures d'une nouvelle hausse qui est prévue, programmée, prévisible. Et bien sûr, colère légitime de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Absolument. Est-ce que vous, en tant que spécialiste expert en énergie, le fait qu'il y ait une deuxième hausse de un peu plus de 2 dirhams sur le gasoil et une deuxième hausse d'un peu plus d'1,40 dirham sur le litre d'essence, est-ce que pour vous, nous sommes tous impuissants, et y compris celles et ceux, pouvoirs publics, secteur privé, parce que je rappelle que le secteur a été libéralisé, et que de facto, en fait, que tout le monde est impuissant face à cette deuxième hausse des prix des carburants? Je crois que c'est tout à fait normal, parce qu'il faut voir les autres pays, les hausses qu'ils ont subies. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y a moins d'offres. Donc, c'est le fait qu'il y ait moins d'offres, donc du coup, il y a répercussion au niveau des prix pour le consommateur. Il y a une répercussion logique sur les prix. Alors, les Marocains, je crois que beaucoup de Marocains, ils s'inquiètent beaucoup plus sur la question de préparation de l'offre. Est-ce que certains se disent, est-ce qu'on va peut-être ça va arrêter, on va arrêter l'approvisionnement, des problèmes d'approvisionnement du pays. Moi, je pense qu'on le Maroc n'aura pas de problème d'approvisionnement pour la simple raison que le Maroc s'approvisionne auprès de 24 pays. Quand vous dites approvisionnement, quel type vous parlez de pétrole? Vous parlez de gasoil? Nous, on n'importe pas de pétrole, on n'importe plus de pétrole. Oui. Donc, c'est les produits pétroliers. On parle de gasoil, d'essence et tous les dérivés du pétrole raffinés. Et vu que le Maroc a cette politique de diversification de ses achats
en matière de produits pétroliers, 24, comme je dis, 24 pays qui approvisionnent le Maroc. Donc je ne pense pas que nous aurons des problèmes d'approvisionnement. Même si la guerre dure, même si la guerre dure, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, à la veille d'ailleurs de ce 1er avril, et c'est pas du tout un poisson d'avril, comment sans vouloir jouer sur les mots, même si personne n'a de la visibilité sur la durée que pourrait prendre ce conflit et cette guerre qui devient de plus en plus régionalisée. Si vous voulez, il y a enfin, les analyses qui se font un petit peu dans le monde, ça revient à dire soit il y a un accord qui est trouvé et puis il n'y a pas de problème, le marché peut se rétablir en 2-3 mois, les prix vont se rétablir. Le scénario, disons le moins évident et le plus méchant, c'est que les installations pétrolières, les installations de raffinage soient touchées par cette guerre. Justement, et de plus en plus, Saïd Gamran le voit, il y a une espèce de basculement, en tout cas selon les experts. On est en train de basculer vers ça. Vers une guerre. On est en train de basculer vers ça. Une guerre énergétique qui se traduit tout de suite par une guerre économique. On le voit, les 3 acteurs principaux de ce conflit et de cette guerre, dans l'ordre le désordre, les États-Unis, Israël et l'Iran, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit du côté iranien ou du côté israélien, essentiellement, ce qui est ciblé, ce qui est visé, c'est des raffineries. On l'a vu encore hier au niveau de la raffinerie d'Haïfa. Du côté d'Israël, on voit aussi c'est les aciéries du côté de l'Iran. On a vu aussi des frappes qui avaient visé des raffineries, des dépôts des stocks également énergétiques du côté de l'Iran. Est-ce que là-dessus, se dire voilà, il y a un risque de tension accrue sur l'approvisionnement qui pourrait, dans le scénario le plus noir, si je puis dire, le plus noir, se produire. Et que du coup, même si effectivement, nous, Maroc, on a une diversification qui a été faite pour s'approvisionner en produits pétroliers et dérivés, on pourrait être aussi dans les radars, en tout cas pas forcément dans les bons radars. On pourrait avoir, je dirais, un problème de prix. Ça, c'est très possible si on avance vers des scénarios où, effectivement, toutes les installations, parce que là, une raffinerie, ça peut prendre 6 mois à 2 ans pour être réparée, non pas être construite. Donc, ce sont des problèmes très complexes. Et moi, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus vers un problème de prix que plutôt un problème d'approvisionnement. Donc ça veut dire problème de prix. Vu la diversité de nos fournisseurs en produits énergétiques, les prix peuvent monter sérieusement dans le cas, comme vous l'avez appelé, le scénario noir. Est-ce que ça veut dire que du coup, on voit bien qu'en fait, ce qui nous sauve et ce qui sauve le pays d'un point de vue énergétique, c'est qu'en fait, on n'a pas d'hyperdépendance vis-à-vis des pays, vis-à-vis du Golfe. Et que du coup, contrairement à d'autres pays où il y a un niveau de dépendance énergétique qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important, est-ce qu'il faut en déduire qu'aujourd'hui, contrairement à certaines idées reçues, c'est que notre pays, en matière de pétrole, de produits pétroliers et dérivés, le Maroc n'est pas hyper dépendant des pays du Golfe? Absolument. Le Maroc, il importe du gasoil et du butane de l'Arabie Saoudite. Donc on n'espère pas que l'Arabie Saoudite soit touchée, mais disons sur les 6,5 millions de tonnes de gasoil que nous consommons annuellement, il y aurait peut-être 1,5 à 2 millions que nous recevons de la part de l'Arabie Saoudite. Mais en cas de problème, le marché il se réorganise et je pense que le Maroc n'aurait pas de souci, du moins d'approvisionnement. En tout cas, deuxième hausse prévisible, programmée donc des prix des carburants à la pompe. Et là, c'est pour tous les consommateurs marocains, mais également les consommateurs à l'échelle du monde, où on voit qu'il y a des flambées des prix, en tout cas à la pompe. Et vous dites parce que c'est la conséquence directe des tensions en matière d'approvisionnement. Et que si effectivement on n'est pas victime ou exposé à des ruptures d'approvisionnement, on est par contre exposé, ça on peut pas y échapper, à l'augmentation des prix, que ce soit des prix à la pompe mais aussi des produits dérivés du pétrole comme sont le plastique d'ailleurs ou l'aluminium, et que du coup le consommateur final il est exposé à une flambée des prix. Moi, je dirais le fort de la position marocaine, ce sont ces 24 fournisseurs.
Donc, si on était trop dépendant des pays du Golfe, à la limite, on peut imaginer des scénarios plus noirs. Mais je pense que pour notre industrie ou le citoyen lambda qui s'éclaire ou qui met un peu d'essence dans sa moto, dans sa voiture, le problème ne se pose pas aujourd'hui. Mais la question de prix, elle reste primordiale. Les prix peuvent changer de manière brutale. Les prix peuvent changer de manière brutale. Donc, est-ce qu'il faut du coup s'attendre aussi à ce qu'il y ait pas, il y ait une croissance d'augmentation des prix? On le voit bien aujourd'hui, on a vécu un scénario alors, similaire ou pas, je ne sais pas, c'est vous l'expert, c'est vous le spécialiste en énergie. C'est-à-dire effectivement, quand il y a eu la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine-Russie, on a vu tout de suite aussi une flambée des prix avec des carburants, mais également de l'énergie et donc du coup de toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau des produits alimentaires ou des produits de consommation industrielle et manufacturiers. Est-ce que là-dessus aussi, vous dites, voilà, est-ce qu'il faut se préparer ou pas? Celle Gamera, un scénario quasi similaire, quasi identique, que celui que nous avons connu à partir de 2022 et cette guerre en Ukraine. Moi, je dirais qu'on doit se préparer. Pour tous les scénarios, on doit se préparer à maîtriser nos consommations d'énergie, à encourager les renouvelables et à essayer de faire face à cette crise avec les moyens d'efficacité énergétique et des renouvelables aujourd'hui qui doivent encore, moi je dirais, avancer mais ça ne va pas résoudre le problème. Mais de toute façon, c'est une façon pour nous de nous préparer face à cette crise. Justement, se préparer. Des experts et spécialistes en énergie comme vous, ça veut dire cette communauté, elle est mondialisée, elle est internationalisée. Il y a les débats qui sont sur la table. Est-ce qu'il faut effectivement continuer à poursuivre ces enjeux de transition énergétique et donc passer progressivement du fossile à de l'énergie verte, de l'énergie dite propre, au vu de ce qui se passe et les conséquences directes et de cette guerre au Moyen-Orient, et ceux qui disent de toute façon tout ce qui est énergie renouvelable, les enjeux de décarbonation, il faut différer ces enjeux de décarbonation parce que pour le moment on doit gérer l'urgence, c'est-à-dire s'approvisionner quand on est pays, et deux, essayer de mesurer et de pondérer le plus possible l'impact pour les consommateurs des produits énergétiques comme l'énergie traditionnelle et l'électricité. Non, il faut s'approvisionner, ça c'est sûr, pour faire tourner l'économie, même si... Donc je m'approvisionne aussi à l'énergie. Les fossiles, il faut s'approvisionner, ça c'est clair. Maintenant, lorsque vous voyez notre mix énergétique du Maroc, donc toutes les énergies qui sont consommées par le Maroc, elles font à peu près quelque chose comme 25 000 TEP, tonnes équivalent pétrole. Alors, sur ces 25 000 TEP, on dit que le Maroc a un taux de dépendance énergétique de 90%. Donc, on importe 90% de nos besoins énergétiques. Et les renouvelables, les 10% qui restent, c'est les renouvelables à peu près à 4%, et la biomasse et les autres petites productions à 6%. Donc, nous sommes beaucoup plus sur une transition électrique qu'une transition énergétique. C'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le passage à des éoliennes, à du photovoltaïque, c'est de la production électrique. On est en train de changer des kilowattheures fossiles qui sont produits avec le charbon et le gaz et autres, vers une électricité qui est renouvelable. Mais donc, certains considèrent qu'effectivement, ce passage, est-ce qu'il doit se faire selon vous de manière accélérée aujourd'hui, ou se dire qu'il y a un arbitrage budgétaire qui est fait pour se dire en fait, effectivement, on va essayer de temporiser pour le moment pour ce basculement, pour verdir en fait notre électricité, clairement. C'est ça que ça veut vouloir dire sans vouloir être réducteur dans votre propos. Et dire, on a peut-être d'autres enjeux, peut-être trouver des financements pour les terminaux gaziers, parce qu'on veut prioriser aussi le gaz et le pouvoir regazéifier le gaz naturel en GNL chez nous. Et qu'en fait, voilà, donc c'est deux écoles de pensée qui convergent pas forcément, et sur peut-être, d'ailleurs même les pays européens, on est très dépendant de l'Europe aussi à ce niveau-là, au niveau des enjeux de décarbonation.
On voit même qu'au niveau des pays communautaires de l'Union européenne, il y a tout un débat là-dessus. L'Italie qui souhaiterait faire une petite pause sur cette transition en matière de décarbonation. Et de se dire, voilà, il y a un véritable enjeu. L'Italie, par exemple, sa priorité, c'est s'approvisionner en gaz. Et pas forcément verdir son électricité. Est-ce que nous, on doit, selon vous, mener une réflexion, ouvrir le débat aussi, publiquement? Écoutez, le Maroc, si vous voulez, il a suivi une trajectoire de renouvelables, donc depuis 2010, donc la transition a été lancée par Sa Majesté en 2009. Donc depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on constate que les renouvelables entre 2010 et 2020, nous avions une cadence de 200 mégawatts par an. Et entre 2020... De produits ou d'installés? Pardon? De produits. De 200 mégawatts produits. Installés. 200 mégawatts installés. C'est pas la même chose, voilà. Donc, on était entre 2010 et 2020, on installait 200 mégawatts. Entre 2020 et 2024, on est passé quand même à 300 mégawatts. Ça veut dire une augmentation de 50% des puissances installées. C'est pas rien. Donc, ça, il faut dire que dans ce sens, bon, il y a des résultats qui sont bons. Maintenant, pour le gaz. Pour le gaz, est-ce qu'on peut, la question que moi-même je pose, est-ce qu'on peut augmenter les puissances renouvelables sans avoir le gaz? Parce que avec sans avoir du gaz ou sans avoir surtout une capacité et une surface gazière beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Exactement, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, c'est pas compliqué, le gaz, c'est une énergie de régulation des renouvelables. On peut pas faire le choix de dire est-ce que c'est gaz ou est-ce que c'est renouvelable. C'est les deux. Et la stratégie, je crois, qui était suivie, c'est revenir à dire on va renforcer le réseau. Donc, on va faire des investissements pour renforcer le réseau. Le réseau électrique. Le réseau électrique. Et ensuite, ramener le gaz. Donc, c'était le projet de Nador, tout simplement. Ramener le gaz et ensuite monter, accélérer les renouvelables. Ça, c'était le schéma avant le déclenchement de la guerre. En Iran le 28 février, on est bien d'accord. Ça, c'était le schéma que la ministre, moi je crois qu'elle a adopté depuis 2021 ou 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, 31e jour, 32e jour de guerre, est-ce qu'il faut rester, selon vous, en tant qu'expert spécialiste en énergie, figé entre guillemets sur ce schéma-là, ou il faut le réajuster? Parce que je rappelle qu'entre-temps, d'ailleurs, il y a toute l'infrastructure gazière qui était prévue. Du côté de Nador a été pas suspendu, a priori annulé. Donc est-ce que là-dessus, se dire, voilà, effectivement, il y a eu certainement une décision qui a été motivée par des bonnes raisons là-dessus. Est-ce qu'il faut rester sur ce même schéma ou est-ce qu'il faut le réajuster quand on voit que dans tous les pays du monde aujourd'hui, qu'on soit importateur ou exportateur de sources d'énergie, tout est plus ou moins en suspens aujourd'hui? En suspens, je veux bien. C'est-à-dire que même les renouvelables, ils vont rester après quelques temps, ils vont rester en suspens. Donc c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas d'éléments de régulation dans le réseau, de flexibilité dans le réseau, il y aura pas de renouvelables. Les renouvelables, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Avec quoi on va réguler le renouvelable? C'est bien avec le gaz. Et que le gaz? Aujourd'hui, on n'a pas d'autre. Gaz naturel, gaz liquéfié? Là, parce que là, le Maroc, il avait prévu donc de construire des centrales à gaz. Comme vous le savez, la centrale de Nador, c'était un cas qui allait démarrer avec le projet du gaz. Et si ce projet n'est pas réactivé, moi je considère que c'est une erreur stratégique. Là-dessus, je rappelle qu'il y a plusieurs années, il y avait une feuille de route
gazière, parce qu'il y a une feuille de route effectivement d'énergie renouvelable et d'énergie solaire avec ce plan solaire de 2009 de mémoire, je parle sous votre couvert, mais aussi des stratégies, des visions en matière gazier. Quand vous, Saïd Gamra, spécialiste, expert reconnu en matière d'énergie, on voit au travers de ce qui s'est passé, l'incidence diplomatique avec le voisin de l'Est, là où on s'approvisionnait aussi avec ce géoduc Maghreb-Europe, on voit bien qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a renforcé notre dépendance avec un partenaire qui est géographiquement d'ailleurs très proche, qui est l'Espagne, où on s'alimente et on s'approvisionne en gaz. Gaz qui est gazéifié en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et qui ensuite prend le gazoduc inversé et nous approvisionne. Est-ce qu'on doit partir sur cette base-là et la renforcer, et donc du coup être encore plus hyper dépendant d'un pays comme l'Espagne au niveau gazier pour, dans la perspective d'accélérer notre cadence de production, et non pas que d'installation d'énergie renouvelable, ou pas? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? C'est une solution qui était provisoire. Hein? Donc, lorsque les Algériens ont coupé le gaz, donc ils ont fermé le gazoduc, on va dire. Voilà. Donc, la solution était provisoire, en attendant que le Maroc trouve sa solution. Côté, moi je dirais, souveraineté énergétique, il faut absolument que le Maroc dispose d'au moins un point de livraison de gaz. Ça, c'est ce que je pense. Parce qu'on ne peut pas, demain, pour un oui ou un non avec les Espagnols politiques, eh bien, on peut avoir des soucis, un arrêt de gaz, qui sait. Donc, ce sont des choses qui sont très possibles. Donc là, si vous voulez, l'arrêt de ce projet gazier va porter préjudice aux renouvelables au Maroc. Et comme je dis toujours, le renouvelable, c'est le mal nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, il vous faut dans votre mix électrique un minimum de gaz. Le gaz minimal, avec quoi vous pouvez asservir vos renouvelables. Vos renouvelables, tout ça pour être, certains diraient, pour aussi pouvoir continuer à commercer avec les pays européens, avec cette fameuse taxe carbone et d'avoir une production. Est-ce qu'en fait la logique, elle est essentiellement économique pour verdir notre électricité et notre énergie et notre électricité, c'est essentiellement pour pouvoir aussi avoir de la perspective d'un point de vue de nos échanges commerciaux. Est-ce que valeur aujourd'hui, est-ce que c'est la priorité des priorités selon vous? Parce que certains considèrent que ça ne doit pas être la priorité, en tout cas dans leur pays respectif. Que le souci aujourd'hui, c'est s'approvisionner, essayer de comprimer au maximum les prix pour le consommateur final et pour leurs concitoyens, et que le verdissement et que les enjeux de décarbonation ont été dépriorisés au niveau de l'agenda et du calendrier. Moi, je ne pense pas que le Maroc va déprioriser la question du carbone. Nous avons un taux de carbone dans notre électricité qui est assez élevé. On parle de 0,68 grammes kilo par kilowattheure. Donc, nous avons un taux qui est déjà élevé et qui pénalise les industriels. D'accord? Lorsque nous avons une partie de notre production électrique qui serait au gaz, on fait descendre ce taux. Et bon, et c'est le bon moment, c'est le bon moment, ça. Et c'est toujours le bon moment. Il faut travailler sur ça. Les enjeux de compétitivité, on le voit d'ailleurs, même les pays limitrophes, Turquie, Égypte, c'est pas leur souci. C'est de pouvoir avoir un kilowattheure industriel qui soit le moins élevé possible pour être le plus compétitif possible. Est-ce que nous, il faut qu'on se dise, nous, c'est pas la priorité, c'est pas celle-ci, c'est de pouvoir avoir un kilowattheure industriel qui soit bien sûr compétitif, mais qui soit surtout, qui permette à nos industriels de produire localement et de pouvoir avoir une fenêtre d'export du côté des marchés européens, entre autres. Mais lorsque vous, par exemple, vos industriels, ils sont alimentés au gaz, c'est-à-dire lorsque le gaz il pénètre dans le mix électrique marocain, que vous puissiez remonter vos énergies renouvelables, parce qu'il ne faut pas oublier que les énergies renouvelables, ils baissent beaucoup plus rapidement le taux carbone dans l'électricité. C'est pratiquement zéro.
Donc, a priori, ça c'est côté carbone. Côté coût, maintenant. Le gaz, il peut augmenter. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on l'a vu. La tonne de gaz est en train d'exploser, d'ailleurs. Et il est en train d'exploser. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire au niveau du kilowattheure? Est-ce que... Bon, mais lorsqu'on parle de gaz minimal, donc on n'est pas... C'est pas la colonne vertébrale de notre mix. On parle de 10, 15, 20% du mix électrique. La part du gaz. La part du gaz. Donc, si cette part-là est limitée, vous produisez des kilowattheures qui ne sont pas très chers. On est entre moins de 0,3 ou moins de 0,25. Et vous allez peut-être avoir un kilowattheure gaz qui peut être à 1,25. L'un dans l'autre, vous aurez toujours un kilowattheure, vous serez toujours protégé. Vu que le gaz n'a pas une grande importance dans le mix. Maintenant, si on dit que le gaz, il va occuper 40 ou 50%, ça c'est autre chose. On se dirigerait vers ça. Alors, je sais pas maintenant, effectivement, on est en pleine guerre, donc c'est peut-être un peu compliqué. On est un peu pollué, mais en même temps, la perspective, me semble-t-il, je parle une fois de plus sous votre couvert, c'est d'augmenter la part et la contribution du gaz dans le mix énergétique, et du coup, d'ailleurs, réduire celle du charbon. Dans la perspective des enjeux neutralité carbone 2040. Est-ce que là-dessus, il faut garder cette perspective-là ou pas? Parce que je rappelle que la tendance de fond, c'est de plus en plus de pays. On le voit d'ailleurs au niveau de l'industrie automobile. C'était le basculement au tout électrique. Et on voit que les grandes marques distributeurs dans le monde sont en train de revenir à un modèle hybride ou le modèle précédent. Oui. Lorsque vous montez les renouvelables, c'est surtout maintenant la part du charbon dans notre mix électrique, elle est en train de baisser. Pourquoi elle baisse? Elle baisse à cause des renouvelables. Donc pratiquement 3 ou 4% par an. Donc là, on est à peu près, on va être à moins de 60% de charbon dans notre mix électrique. Vous aurez deux possibilités qui sont le renouvelable et le gaz. Mais je dis bien, le gaz, il ne doit pas être dominant. Il ne doit pas être, donc, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce qui sort, les 35% de charbon? Comment va être remplacé par... Où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver, on pense les trouver avec le nucléaire. Justement, le nucléaire, il y a à peu près 3 semaines, je crois, savoir de mémoire, il y a ce deuxième sommet mondial qui s'est tenu à Paris, en présence d'ailleurs du chef de gouvernement, Aizernouk, pour ne pas le citer. Donc, le nucléaire est revenu dans le débat. Dans le débat public. Je rappelle que le Maroc a toute une histoire, une historicité aussi avec le nucléaire. Il y a un centre de recherche d'ailleurs, nucléaire ici à Marmora, pas très loin du siège de l'ODJ. Il y avait des réflexions plus ou moins avancées d'ailleurs dans les années 80 pour pouvoir installer une infrastructure nucléaire. Je crois que c'était du côté de Al Jadida Souera. D'ailleurs, il y avait Jadida et Souera. Voilà, exactement. Donc ça c'était au début des années 80. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à travers le monde. Et chez nous, cette question nucléaire a été mise un peu de côté, pas du tout évoquée. La priorité d'ailleurs en 2009 a été donnée plutôt aux énergies renouvelables. Est-ce que là-dessus, vous considérez-vous qu'effectivement que le Maroc va et surtout doit aller vers cette source d'énergie qui est le nucléaire, et bien sûr pour un usage civil? Imaginez par exemple qu'en 2050, on ait 35% de nucléaire et 50% de renouvelables. Ça, c'est dans le monde merveilleux. C'est le monde merveilleux. Imaginons qu'on puisse travailler sur 25 ans à installer une centrale de 1 gigawatt tous les 4-5 ans. On dépend de plus rien. On doit avoir un petit peu de gaz pour assurer Quand vous dites on dépend de plus rien, est-ce que vous vous interrompre? On va dépendre de l'uranium. Pardon? On aura une dépendance, parce que si on n'est pas dépendant du pétrole ou des produits dérivés ou du gaz espagnol, c'est que là effectivement, si progressivement on laisse et on fait de plus en plus de place au nucléaire, c'est que le nucléaire, même si effectivement on a des réserves de phosphate, mais c'est une dépendance qui va basculer vers l'uranium et les pays qui produisent l'uranium.
Ben, moi, je crois que on peut produire notre uranium. Il y a 6 ou 7 millions de tonnes de réserves et je pense que l'OCP est capable de produire de l'uranium un jour. Ils sont en train de regarder la question, je pense. Donc, la production de l'uranium peut être largement marocaine. En tout cas, des pays d'ailleurs comme la France, qui est le pays, je crois, le pays leader mondial en matière de nucléaire. Nucléaire, oui. Du nucléaire civil, s'approvisionne en uranium en dehors de ses frontières. Vous me direz, il ne dispose pas de réserve de phosphate, mais on voit bien qu'il y a développement aussi de formes de dépendance avec des pays comme le Kazakhstan d'ailleurs, entre autres le Niger bien entendu, sur l'uranium. Donc est-ce que là-dessus vous dites il faudra faire de plus en plus de place dans le mix énergétique d'avenir au nucléaire civil? Absolument. Ça pour vous c'est votre domaine, mais est-ce que ça on peut le faire aussi parce qu'on sait très bien que ça coûte cher. C'est aussi un budget, c'est aussi les financements. Et est-ce que ça doit donner lieu à des financements publics, à des financements privés ou à des financements publics et privés? Quand on voit un peu dans le monde, il y a les différents modèles de financement parce que il y a beaucoup de modèles et c'est très compliqué. C'est pour ça que je profite de la présence de Saïd Gamali pour vous poser la question. Les modèles sont très complexes, mais ça se trouve pour la simple raison que dans le cas du nucléaire, le prix du kilowattheure, le combustible, il est à 15-20% du prix du kilowattheure. Dans le prix de revient du kilowattheure, tout le reste c'est le capital. Et j'avais fait un petit calcul. Si on dit que le Maroc en 2050 il aura une consommation de 120 TWh, donc actuellement nous sommes à 43,7, mais à 2050, nous serons à 120. Donc, multiplié par 2, un peu plus de 2 d'ailleurs. Oui, voilà, un peu plus que 2. Alors, la part du nucléaire, si on dit qu'elle est à 35%, il nous faudrait 6 centrales de 1 gigawatt chacune. 6 centrales nucléaires de 1 gigawatt. Mais apparemment, on se dirigerait pas par l'installation d'infrastructures de centrales nucléaires, on se dirigerait par l'acquisition de réacteurs, de petits réacteurs mobiles pour produire Oui, mais vous ne pouvez 6 gigawatts, vous ne pouvez pas les faire tous avec des réacteurs avec des petits réacteurs. Hein. Donc l'idée c'est de dire on va avoir 3 ou 4 de base et ensuite on complète avec les autres. Donc ça c'est faisable vis-à-vis c'est faisable quand on sait qu'un réacteur de puissance moyenne ça se chiffre en milliards et milliards de dollars. Est-ce que là-dessus ça veut dire que c'est un coût aussi? L'investissement dans le nucléaire civil en matière d'énergie, c'est un coût qui est colossal. C'est un coût qui est colossal. C'est approximativement 50 milliards de dollars. Pas de dirhams, de dollars. Voilà, 50 milliards de dirhams, c'était le coût complet de l'infrastructure gazière déjà il y a quelques années, qui avait été chiffré. Voilà. Est-ce que là-dessus, 50 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 500 milliards de dirhams, est-ce qu'on peut se permettre et s'autoriser à se diriger vers ce genre d'investissement, selon vous? Moi, je dirais que ça dépendrait de ce qui peut être d'une décision, des études qui vont être faites. Quels sont les partenaires? Comment est-ce que vraiment on va avoir des financements qui sont corrects? Parce que finalement, ça, c'est de l'électricité qui est vendue. Et il y a un amortissement. Il n'y a pas de. Ça peut être le même modèle que les renouvelables, c'est-à-dire installer de l'infrastructure, produire de l'énergie sur la base du soleil et du vent et l'exporter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce modèle-là qui pourrait être superposable ou modélisable au niveau du nucléaire? Dans ce que j'ai dit, c'est uniquement pour les besoins nationaux. Voilà. On n'exporte pas. Donc, besoins nationaux, 35% des 120 TWh, voilà, ça nous donne à peu près 6 centrales de 100, ou bien après, vous allez dire c'est peut-être 4. Donc, moi, je pense que le Maroc doit avancer assez vite, parce que là, comme j'ai dit, ça peut nous aider avec les renouvelables.
Donc, avec les renouvelables, ça peut nous aider à avoir une dépendance électrique qui serait de 85%, ce qui n'est pas du tout mauvais. Dernière petite question, je rappelle que vous êtes spécialiste et expert en énergie. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, je le disais précédemment, la guerre qui a démarré le 28 février dernier, 32e jour de guerre, est-ce que l'enjeu énergétique mondial et national est totalement conditionné par la situation de guerre dans laquelle on est? Ça d'une part, et est-ce qu'effectivement, ce qui va, même si un cessez-le-feu demain ou après-demain, ce que nous souhaitons bien sûr tous, est-ce qu'il y aura toujours les mêmes rapports de force énergétique et les mêmes enjeux pour tous les pays du monde et dans le Maroc, ou alors il pourrait y avoir une redistribution des cartes énergétiques, selon vous? Je pense qu'il y aurait une redistribution des cartes énergétiques. On ne sera plus dans le même modèle. On ne sera plus dans le même modèle. Ça, c'est très clair. Parce que si certains pays perdent des capacités de production et s'absentent du marché pour je ne sais quoi, 6 mois à 2 ans, ça dépend de l'état qui va être. De dégradation. Voilà, de l'état de dégradation, comme on appelle ça la guerre de l'énergie, qui n'a pas encore commencé et qui veulent la commencer. Donc, je pense qu'il y aurait une redistribution des cartes. Donc ça ne sera plus comme avant. Le monde énergétique ne sera plus comme avant. Il ne sera plus comme avant. Donc c'est aussi ce qu'il faut retenir. Merci infiniment, Saïd Gamra. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir de pouvoir échanger avec un expert spécialiste en énergie. Merci. C'est un peu ces femmes et ces hommes qui ont, comme on dit dans notre langage d'ailleurs, sans être péjoratif, où il y a de la lumière et de la lumière à partager, parce que votre souci aussi, c'est de pouvoir partager cette expertise qui est la vôtre. Donc merci une fois de plus d'avoir pris de votre temps et de nous avoir éclairé, d'avoir apporté ce contenu à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, pour saisir les enjeux énergétiques du moment et les perspectives aussi qui peuvent être tracées sur le court, moyen et long terme. Merci infiniment à vous. Merci Gamra. Et puis, nous au Maroc, il faut qu'on travaille sur notre transition énergétique. Il faut pour faire face en partie à ces problèmes. Et peut-être que de garder à l'esprit comme leçon d'ailleurs à retenir que ce qui se passe aujourd'hui doit nous amener à poser sérieusement la question, le sujet, la réflexion de la dépendance et l'hyperdépendance énergétique. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. Et c'est toujours un plaisir. Merci. Merci. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.